Bonjour à toutes et tous. Alors moi j'ai en charge l'économie circulaire à la ville de Paris, mais également l'économie sociale et solidaire. Donc je m'intéresse tout particulièrement à l'impact à la fois social et environnemental de l'ensemble des activités qui façonnent la ville. Alors aujourd'hui on va parler plus spécifiquement de cette activité qui est la culture, qui est à la fois une activité artistique, mais aussi en soi une activité qui peut être économique, en tout cas une activité qui a un impact sur les citoyennes et les citoyens et un impact sur l'environnement, un impact qui pour l'instant est très peu évalué, très peu pris en compte et pour lequel nous avons à mettre en place des politiques publiques qui puissent à la fois évaluer, prendre en compte et trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que rien n'existe. Bien sûr, autour de la table, nous avons là des acteurs qui travaillent depuis longtemps sur le sujet, qui ont été pionniers en fait de cette réflexion de la lutte contre tous les gaspillages et en particulier dans le domaine de la culture. Alors aujourd'hui, on est aussi dans une actualité qui est une actualité, j'allais dire brûlante. On sort juste du festival Wheel of Green, donc on est effectivement bien là dans un événement culturel qui, dès le départ, a décidé de s'investir pour cette transition écologique. On est aussi à la veille de l'examen d'un projet de loi sur l'économie circulaire qui intègre la lutte contre tous les gaspillages. Vous avez entendu les grandes annonces hier, j'imagine, du Premier ministre et qui nous fait dire que ça y est, ce sujet commence à être un sujet pris en compte, en tout cas avec des politiques publiques qui répondent. À la mairie de Paris, nous, depuis 2014, je mène moi cette politique publique d'économie circulaire et depuis l'année dernière avec une ligne spécifique d'économie circulaire dans la culture. Alors je vous donne quelques chiffres. À Paris, c'est près de 100 grandes expositions par an, c'est 1300 galeries d'art, c'est 300 spectacles par semaine. Alors vous imaginez si à chacun de ces événements, qui sont des événements artistiques, où bien sûr le principal intérêt, c'est l'art qui est à voir et qui est donné à voir, on ne s'intéresse pas à la question de l'impact environnemental, et bien écoutez, c'est grave parce qu'une grande exposition, par exemple, c'est 20 tonnes de déchets. Alors, quelle que soit bien sûr la qualité de l'artiste, on peut quand même se demander si on ne peut pas éviter ces 20 tonnes de déchets qui sont en plus, j'allais dire, des déchets de matériaux quasiment neufs puisqu'ils ont été mis en place, créés, façonnés spécifiquement pour cette exposition. Alors il existe un musée en France, qui est le musée Pompidou à Metz, le centre Pompidou de Metz, qui lui a décidé il y a quelques années de faire quelque chose qui était assez pionnier, de dire ok, on va faire tout un espace d'exposition sur les 4 espaces que l'on a, avec des cloisons qui sont amovibles mais durables, etc. Ça va coûter beaucoup plus cher à l'investissement. On va un peu imposer des choses au commissaire d'exposition, mais en tout cas, on ne jettera plus des cloisons et on ne jettera plus tout le matériel propre à l'exposition après l'événement. Et en fait, ça a un grand succès. On se rend compte qu'y compris les artistes prennent plaisir à y être. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, notre société a mûri. Elle a grandi sur ces questions écologiques et très très vite, j'allais dire dans les 10 dernières années, mais je pourrais presque dire dans les 5 dernières années, et qu'aujourd'hui, quelles que soient les activités, on est tous prêts à faire ce choix d'aller vers des activités qui respectent l'environnement plutôt que le contraire, et y compris dans ce domaine artistique où on sait qu'on donne à voir aussi des tendances, les tendances de la société de demain, qu'on donne à voir, qu'on donne à réfléchir. Eh bien, c'est sans doute dans ce domaine-là que notre responsabilité est la plus grande. Je termine en vous disant qu'à la mairie de Paris, nous avons, décidé de prendre en main ce sujet, à commencer par les musées de la ville de Paris, avec qui nous travaillons désormais en groupe de travail. Alors, je remercie l'ADEME qu'on intègre, nous, toujours dans les travaux que nous avons, dans nos groupes de travail, pour pouvoir réfléchir à différentes solutions. Le théâtre du Châtelet qui est en train d'être fait a été refait dans une optique circulaire où on a récupéré quasiment tout ce qui existait à l'intérieur. Donc vous allez découvrir des bancs du théâtre du Châtelet dans plein d'espaces d'accueil, des mairies, etc. Et en fait, on en est très très fiers.
Et il y a encore énormément de choses à faire. On s'y met, en tout cas, on s'y est mis il y a quelques années. On commence aujourd'hui à avoir les premiers résultats et il faut qu'on aille beaucoup plus loin. J'en profite aussi pour saluer Sandrine Andreini, avec qui nous travaillons, la Réserve des Arts. Je crois que c'est, si je ne m'abuse autour de la table, la structure pionnière en économie circulaire dans la culture. On en avait rêvé il y a une dizaine d'années. Et ils ont réussi à le faire. En tout cas, moi, je suis très fière que vous soyez né à Paris et que vous vous soyez développé au-delà de Paris, parce que c'est aussi ce qui fait la force de Paris, de pouvoir, avec ses voisins, partager de si beaux projets. Donc merci à vous, merci à tous de vous intéresser aussi à ce sujet. Et puis, je vous laisse la parole à nos experts. Merci à vous. Donc on le disait, la France est vraiment cette terre de culture et pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 100 000 événements chaque année qui sont organisés sur notre territoire. Alors évidemment, on le disait, l'impact est important sur l'environnement. Et alors comment ce secteur de la culture peut contribuer à cette transition écologique? Comment peut-il devenir plus éco-responsable? On va en parler avec nos invités. Alors je vous prie... d'accueillir Najma Sourok. Vous êtes responsable du développement durable au festival Wheel of Green qui vient donc tout juste de se terminer. Donc on va pouvoir reparler de ce sujet avec vous. À vos côtés, Michel Gioria, vous êtes directeur régional, donc Île-de-France de l'ADEME. Vous accompagnez les collectivités, les entreprises au quotidien vers cette transition énergétique et écologique. Ensuite, bien sûr, Sandrine Andreini, vous êtes donc la directrice de la Réserve des Arts. Alors cet établissement, enfin cette association pionnière est spécialisée dans le réemploi des déchets artistiques et culturels. Et enfin, à vos côtés, Agnès Moreau, vous êtes la cofondatrice de Zero Waste Paris, mais vous êtes également diplômée en cinéma et en développement durable et vous avez consacré un mémoire de recherche à l'éco-production dans l'audiovisuel. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Alors, pour commencer, peut-être on va poser un décor, essayer de comprendre quel est justement l'impact de la culture sur l'environnement. Et justement, Michel, vous avez peut-être des chiffres, donner peut-être une photographie. Donc, effectivement. Alors, est-ce que... Allez-y. Effectivement, ah oui, ça marche. Et donc, effectivement, on a quelques éléments. Alors, bon... Aujourd'hui, on ne sait pas quantifier quel est l'impact véritable du secteur de la culture en tant que tel sur l'environnement, donc gaz à effet de serre, etc. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est prendre un événement type et quantifier en fait ces différents impacts environnementaux. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que sur un événement type, disons un festival de 20 000 personnes, sachant que c'est la moyenne en France, 20 000 personnes, ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est un festival d'envergure nationale, 70% de ces impacts environnementaux sont liés au transport. Si c'est un festival d'envergure internationale, on monte à 85%. Donc ça vous donne un premier élément d'ordre de grandeur. Deuxième élément d'ordre de grandeur, grosso modo, 20 000 personnes, c'est 4 000 tonnes de déchets sur la durée d'un festival, donc 4000 tonnes de déchets, notamment liés à l'alimentation, aux emballages, etc. Dans un festival où on utilise des gobelets recyclables. Ça, c'est un point important. Et, c'est quelque chose qui est assez surprenant, c'est 10 tonnes de déchets organiques. Parce qu'un festivalier, il boit, etc., etc. Et donc, voilà. Petit détail qu'on n'avait pas vu comme ça au passage. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez importants à avoir en tête. Ça vous donne, grosso modo, les principaux points. Donc si vous voulez agir sur l'impact environnemental de votre festival, vous devez absolument agir sur sa localisation et le moyen de s'y rendre. Tout ce qui est lié à l'alimentation et à l'emballage autour de ces alimentations, et puis à la valorisation de la matière organique. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est tout ce qui est lié au matériel associés au festival. Donc, dans ces matériels-là, le principal impact, ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est toujours ce qui est lié au transport.
Donc tout le transport du matériel, les personnes qui vont l'installer, etc., le fret, etc., c'est ce qui est le plus impactant. Et vient ensuite tout ce qui est sa fabrication et son utilisation. Et là, c'est extrêmement important parce que du coup, vous devez absolument, à partir du moment où vous utilisez du matériel qui est éco-conçu et réutilisable, à chaque fois que vous doublez la durée de vie du matériel, vous divisez par 50% l'impact environnemental de l'équipement. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc éco-conception et réutilisation. À chaque fois que vous doublez la durée de vie, vous diminuez de 50% l'impact environnemental. Alors, on parle d'impact, on parle de festival, donc forcément Najma. Un festival We Love Green, c'est quoi? C'est 80 000 personnes oui, pour le dernier, pour ouais. 2019. Je regardais justement le bilan carbone. Alors, pour vérifier, mais comment nous, on travaille sur à cet 632 tonnes CO2 en 2018, donc on n'a pas encore les chiffres, donc on travaille avec Ecodev, mais c'est vrai que nous on a la chance d'être localisé à côté dans le bois de Vincennes, donc très accessible en transport en commun. 85% de nos festivaliers sont venus en transport en commun l'an dernier, même si cette année on sait qu'on va avoir plus d'étrangers et plus de provinces, étant donné que c'était le week-end de l'Ascension. Effectivement, on va voir ces chiffres un petit peu bouger pour l'année qui va suivre. Mais effectivement, on est très conscient de ces impacts au niveau du transport, et la restauration nous impacte également, vu qu'on a une vraie programmation de restauration. Notre bilan est assez impacté par cela. Ensuite, nous, sur le transport, cette année, la nouveauté, c'est qu'on a travaillé sur le transport artiste beaucoup plus que précédemment, en créant une calculette CO2, un CO2 calculateur dans la charte qu'on a envoyée à tous les agents, à tous les artistes en amont, qui est une charte qu'ils devaient signer obligatoirement avant de pouvoir accéder à d'autres éléments d'information du festival. On a essayé de trouver des techniques pour les faire lire. Et donc on a aussi traduit avec Pure Projet et Ecodev toute cette calculette en anglais avec un mode d'emploi très simplifié pour les inciter à compenser leurs émissions. Donc voilà, en plantant des arbres avec Pure Hexagone, donc en France. Et donc on va voir quels sont les résultats, puisque là c'est encore en cours. Mais c'est une calculette qui est à la fois accessible au public et aux artistes. Et cette année, on a, nous, en tant que festival, pour compenser ces 632 tonnes CO2 de 2018, on a décidé de planter un arbre par festivalier, ce qui est assez symbolique, mais quand même, qui va réussir à normalement neutraliser pas mal d'émissions, je dirais 4 fois notre bilan carbone l'année prochaine. L'autre impact, est-ce que c'est les déchets aussi produits pendant ce rassemblement de 80 000 personnes pendant 2 jours au même endroit? Oui. Donc là... Oui, en fait, il y a différentes phases. Effectivement, on a la phase déjà de création, production. Donc après, on pourra revenir peut-être sur l'économie circulaire et le réemploi de matériaux, puisqu'on travaille aussi avec un chantier participatif sur l'utilisation, le bois, et toute la création artistique pour créer ces œuvres scénographiques. Puis ensuite, on a effectivement tout le process de montage. Donc là, il faut maîtriser de A à Z la gestion et les flux dès le premier jour avec les différentes parties prenantes sur le festival. Et ensuite, effectivement, pendant le festival, on a les déchets que nous, effectivement, on peut donner aux festivaliers. Donc l'idée, c'est d'en donner le moins possible. Notamment les gobelets consignés, on connaît, je pense que c'est maintenant assez démocratisé. On a cette année, par exemple, depuis 2 ans, on a réussi à trouver une solution pour les mégots, ce qui n'est pas anecdotique, puisqu'on est à plus de 10 tonnes de mégots ramassés en 2018. Ce qui est énorme, et on est en déchets organiques cette année, rien que pendant le montage, on a 500 kilos de déchets organiques récupérés juste sur le catering du festival. Donc là, qui est biométhanisé avec la mairie du 12e, mais on attend aussi les chiffres. On risque d'être à 3 tonnes environ de déchets organiques plus vaisselle compostable pendant les 2 jours du festival. Donc on voit que c'est énorme. Oui, c'est quand même 80 000 personnes sur 2 jours. On parle d'une ville éphémère, et donc la maîtrise sur chaque petit point est vitale. Donc notamment le zéro plastique à usage unique cette année qui a aussi permis vraiment de diminuer au maximum l'usage de la bouteille, même si parfois il y a des zones où on n'arrive pas à maîtriser, mais globalement ça s'est très bien passé grâce à Haute-Paris justement.
Donc là, on voit un exemple pour un festival de musique, hein. Mais la culture, c'est aussi le théâtre, c'est aussi le cinéma. Alors, Sandrine, pour un peu évaluer peut-être l'impact des arts vivants sur l'environnement, est-ce que vous avez des éléments peut-être? Alors, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on dépend beaucoup de l'ADEME pour essayer d'analyser le secteur et on a beaucoup de mal, personne ne sait vraiment. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait en général des projets pilotes avec des structures, de même que vous imaginez sur un type de festival. On va aller voir tel studio de tournage et accompagner tel studio de tournage. On va travailler avec telle typologie d'entreprise. Moi, ce que je peux dire, c'est par rapport à ce qui se passe à la Réserve des Arts aujourd'hui. En 2018, on a collecté 200 tonnes de matériaux auprès d'entreprises du luxe, de l'événementiel culturel, mais aussi auprès de nos adhérents individuels professionnels de la création. En vrai, c'est très très peu. On entend des chiffres comme au Centre Pompidou, il y aurait 1000 tonnes de déchets par an, tout confondu, sachant que nous, on va réemployer que des déchets de scénographie, etc., pas les déchets de bouche, voilà. Si on parle de 200 tonnes à la réserve, c'est vrai que c'est minimum, c'est vraiment minimal, voilà. Mais de l'autre côté, on sait qu'aussi la totalité de ce qu'on collecte pratiquement, donc 92% de ce qu'on collecte, est ensuite réutilisé par le secteur culturel. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que ce secteur culturel, il a cette capacité d'adaptation à la matière, sous couvert de réussir à l'accompagner sur le long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment très difficile de changer les pratiques de fabrication, d'autant plus quand on est une structure ou quand on est un organisme qui est tendu en termes de rapidité d'installation, rapidité de désinstallation, rapidité de montage et de mise en déchetterie. Du coup, voilà, c'est un vrai challenge et c'est quelque chose qu'il va falloir nous-mêmes développer, c'est-à-dire cette capacité d'accompagnement des structures grâce à l'ensemble des adhérents qui viennent aujourd'hui se fournir à la réserve et qui du coup ont ces compétences-là et de pouvoir les mettre en relation derrière avec les structures qui aujourd'hui disent « Ah, j'ai pas le temps, c'est trop dur ». Et puis finalement, en fait, c'est peut-être pas si dur que ça, mais il faut juste y aller, quoi. Donc voilà, en termes de volume, voilà ce qu'il y a. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. On fait 300 collectes par an. On collecte 200 tonnes. De l'autre côté, c'est 6500 adhérents créateurs. C'est-à-dire que c'est vraiment une plateforme avec un écosystème très différent qu'il faut maintenir et il faut comprendre chacun des besoins des différents interlocuteurs. C'est un métier en propre, quoi. Voilà. Alors Agnès, pour revenir au secteur audiovisuel, vous avez donc travaillé sur ce mémoire, l'éco-production dans l'audiovisuel. Alors vraiment, qu'est-ce qui ressort de ce travail de recherche alors? Waouh, la question est vaste. La grande question. Alors, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que c'est une notion relativement récente, en fait, qui date d'il y a 10 ans à peu près, qui est apparue en même temps aux États-Unis et en Europe, c'est drôle, et qui commence seulement maintenant, donc 10 ans après, à être un petit peu connue du grand public et des professionnels, des techniciens de l'audiovisuel. Parmi toutes les initiatives qui existent déjà dans le monde occidental, en Europe, ça passe par les puissances publiques, par les institutions. On se rend compte qu'il y a un double mouvement entre inciter les professionnels à réduire et réglementer. Voilà. Et on ne sait pas encore bien vers quoi on va. Et, pour l'instant, on est quand même plus dans l'incitation. En France, on observe que EcoProd, donc l'initiative des institutions du monde de l'audiovisuel, prend de l'ampleur, que les techniciens, les professionnels sont plus conscients qu'avant de leur empreinte environnementale et, disons, ils vivent moins bien quand ils ont des pratiques qui savent polluantes. Par exemple, pour rentrer dans quelque chose de concret un truc concret, c'est les équipes d'éco, donc ça rejoint un peu les problématiques de Sandrine. L'équipe d'éco, ils sont doublement touchés parce que d'une part, ils utilisent des matériaux, par exemple du bois, parfois pas certifiés et parfois en grande quantité, et ils savent qu'après, tout part à la benne.
Et d'autre part, ils sont soumis, ils utilisent des produits toxiques et dangereux pour leur santé. Donc c'est un double impact en fait environnemental et social. Et ça, ils le vivent pas super bien, quoi. Et en même temps, matériellement, c'est toujours des histoires économiques qui font obstacle. C'est-à-dire quand, pour la série Versailles, il y avait 3 tonnes de magnifiques décors en bois, superbement réalisés par des équipes françaises dans les studios de Brie. L'équipe s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais ils ne se sont pas posé la question longtemps parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer le stockage, ni pour payer quelqu'un qui serait occupé d'en apporter à la réserve des arts ou d'en apporter ailleurs. Et du coup, tout ça est parti à la benne. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, mais la conscience, elle est davantage là aujourd'hui. Je pense que les professionnels, ils en ont envie. Après, c'est organiser. Donc, donner les moyens aux productions d'organiser ça en amont, d'avoir du temps pour le faire. Et puis aussi inciter les industries techniques, les prestataires, par exemple les studios de tournage, à s'équiper en énergie renouvelable, en lumière moins gourmande en énergie, etc. Et puis après, relayer les formations, la sensibilisation auprès des équipes. Voilà. Ça nous amène finalement aux solutions. Là, on va peut-être revenir vers vous, Najma, parce qu'on parle d'alternatives énergie renouvelable. Le festival We Love Green est complètement dans cette optique, en fait. Donc, concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Oui, alors de solutions. Je peux dire qu'on est zéro fossile, effectivement, parce qu'on a, en fait, on a choisi d'avoir un mix énergétique. Cette année uniquement avec des prestataires français, puisque auparavant la filière au niveau solaire ou de générateurs à huile était très peu développée et nous n'avions pas nous ne trouvions pas les prestataires en région pour mettre des huiles alimentaires recyclées ou pour mettre des huiles de colza et pour aussi connaître l'impact. Donc l'ADEME nous a accompagnés encore cette année sur toutes ces solutions. Cette année, nous avons donc du solaire qui représente environ 5% de l'énergie du festival avec l'alimentation de la scène des conférences et également de la pépinière de start-up. Nous avons testé pour la première fois un prototype à hydrogène avec Engie à hydrogène vert, donc biomasse vert, avec lequel on peut vraiment suivre avec une application et la blockchain aussi pour vérifier la source d'alimentation de cet hydrogène et donc également via quelle électricité il a été produit. Donc voilà, là on est vraiment sur une première avec une toute petite partie, on va dire que c'est 1% et ça a alimenté uniquement le hub de start-up. Ensuite, nous avons les huiles alimentaires recyclées qui ont alimenté l'intégralité du food court du festival. Donc on est sur quelque chose qui a été transformé en combustible, mais on va dire que notre prestataire en fait qui récupère les huiles de nos restaurateurs et aussi le prestataire qui s'occupe de transformer des huiles alimentaires recyclées en combustible. C'est celle-ci que nous avons utilisée pour alimenter les 51 restaurants du festival. On a testé ça depuis quelques mois. On a eu quelques petites difficultés, quelques coupures, mais voilà, on commence on teste depuis 2 ans et je pense qu'on va réussir à trouver des solutions pour l'événementiel en général, puisque ça ne coûte pas plus cher. Le générateur est fait pour et ça n'a pas d'impact économique. C'est ça qu'il faut préciser surtout. Aussi, voilà. C'est que le prix de le litre d'huile de colza, donc ça c'est sur le reste, on est sur de l'huile de colza française. On est sur le même ratio essence litre d'huile de colza, donc voilà, et même générateur Agreco, voilà notre prestataire. Et cette année nous avions une petite partie du backstage alimentée sur le grid avec Enercop. Voilà. Très bien. Alors Michel, justement, on parlait d'accompagnement. Est-ce que l'ADEME a un dispositif spécifique pour accompagner les acteurs du secteur de la culture? Est-ce qu'ils peuvent venir vous voir, prendre rendez-vous avec leurs projets et puis comment ça se passe? En fait, ce que l'ADEME ne fait pas, c'est de l'aide individuelle au festival. En fait, on a accompagné We Love Green pendant un certain temps parce que c'est le festival phare. C'est le haut du panier, le festival phare, celui qui va le plus loin. Et ça fait un peu
effet de vitrine, et c'est quand même assez important parce que derrière, il y a... Voilà. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que dans certaines régions, on a développé, notamment en région PACA, qui est une terre de festival assez importante, et c'était une priorité politique à l'époque, ce qui, dans une région dans laquelle les questions de transition énergétique et écologique sont quand même assez peu pris en compte, on s'est engouffré là-dedans, on s'est dit tiens, ça intéresse, donc allons-y. Alors, on a mis en place une plateforme qui s'appelle la plateforme AR, qui est la plateforme des éco-festivals et des festivals responsables, et qui en fait a été financée pendant une dizaine d'années. Ça revient un petit peu à votre échelle de temps, et qui a développé tout un tas de ressources qui sont aujourd'hui en libre, en fait, que tout tout organisateur de festival peut aller voir et voir comment réduire son empreinte environnementale, donc en gérant mieux ses déchets, en travaillant sur l'alimentation énergétique du festival, en travaillant sur la valorisation organique de la matière, etc. etc. Donc ça, c'est tout un tas de ressources qui sont libres et qui permettent en fait à chacun d'aller récupérer ces bonnes pratiques. Ce que l'on cherche à faire aujourd'hui, et c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on travaille ensemble, c'est qu'en fait on voudrait se servir désormais de l'expérience de Wheel of Green en Ile-de-France pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler un petit centre de ressources, un mini-centre de ressources. Pour nous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on va financer dans une structure et qui va être l'interlocuteur de l'ensemble des personnes qui veulent mettre en place un festival, pour les accompagner dans ces bonnes pratiques. Donc comment on fait pour travailler avec Enercop, comment on fait pour utiliser de l'huile de colza au lieu du fuel, comment on fait pour avoir le contact chez Engie qui va vous faire travailler avec votre système d'hydrogène bouclé avec la blockchain, etc., etc. Donc c'est plutôt ça qu'on cherche à faire, c'est-à-dire que on cherche à créer des relais, ce qu'on appelle dans notre langage des relais, que l'on finance et qui sont en fait la porte d'entrée d'acteurs professionnels, donc là, par exemple, le monde de la culture, pour les aider à valoriser leurs bonnes pratiques. Moi, j'ai juste un point quand même, parce que en fait, aujourd'hui, le thème du jour, c'est effectivement la culture, mais ce qu'il faut quand même que vous ayez en tête, c'est même si les chiffres qu'on vous dit là, 10 tonnes de ci, 3000 litres de ça, etc., ont l'air importants. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par rapport, j'allais presque dire, à l'impact social et au bien-être généré par l'activité culturelle, il est quand même assez important de préciser que, et c'est pour ça que c'est important de rester incitatif et pas punitif sur ce secteur-là, à mon avis, il est extrêmement important de dire que je préfère qu'on soit, il me semble, plus important d'un point de vue efficacité des politiques publiques, d'être punitif sur des secteurs qui sont des secteurs avec beaucoup plus de nuisances et beaucoup plus d'impact. Secteur des transports, secteur du bâtiment, etc. N'oubliez jamais que 70% des déchets en France sont des déchets du BTP, du bâtiment. Okay ? Donc effectivement, 4000 tonnes de déchets alimentaires et d'emballage plastique, c'est beaucoup. 3000 litres de fuel pour un festival de 20 000 personnes, ça fait des chiffres qui sont importants, mais il faut les relativiser par rapport à l'impact social de ce secteur d'activité-là et par rapport au désimpact social de d'autres secteurs d'activité qui ont des impacts beaucoup plus importants. Ça, c'est un point extrêmement important, notamment dans le moment qu'on vit aujourd'hui, qui est un moment, j'allais presque dire, d'un peu de panique institutionnelle plus ou moins organisée, où tout le monde est en train de se rendre compte que, oups, ça fait longtemps qu'on nous en parle, mais c'est en train de devenir vrai. Et donc, non mais c'est vrai, oui, ça fait longtemps qu'on nous en parle, et c'est en train de devenir vrai. Et donc, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire, pas faire, etc. Dans ces moments-là, ce qui est important, c'est cibler ce qui a véritablement de l'impact. Donc d'abord, travaillons sur les bâtiments, travaillons sur les transports, travaillons sur l'agriculture, travaillons sur l'industrie, améliorons tout ce qui doit être fait sur la culture et les événements, notamment parce qu'il y a une capacité du secteur culturel à travailler l'imaginaire, et il faut que le secteur culturel s'embarque dans c'est quoi un imaginaire heureux de sobriété énergétique et de sobriété climatique, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas raconter d'histoires de sobriété heureuse, et là, le secteur culturel a une place à prendre, c'est extrêmement important et on en a urgemment besoin. Il doit optimiser ses pratiques, mais il faut que ça reste incitatif. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ouais, du coup, Sandrine, par
rapport à ce que vous vivez depuis 2013 avec les réserves des arts, comment vous analysez, vous voyez les choses, ressentez les choses par rapport à l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour limiter cet impact? Alors pour moi, il y a. Alors, mais après, c'est essentiellement sur mon métier. Hein. Encore une fois, j'ai pas, je connais, voilà, j'ai pas la science infuse sur la totalité des métiers. Donc sur ma descendante, qui est vraiment sur la question des déchets, notamment de scénographie, de production, etc. Il y a quand même il y a quand même l'industrie du film qui est quand même productrice clairement de volume, qui est très subventionnée et qui pourrait être effectivement incitée à travailler dans l'allongement de la durée de vie. Moi, je constate clairement qu'il y a une énorme accélération de la prise de conscience du secteur culturel. Ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que celui qui a passé 4 jours à monter une scénographie qui dure entre 3 jours, 3 mois, parce que c'est un festival, etc., et qui voit que son travail part à la benne, effectivement, c'est un crève-cœur. Et c'est pas un crève-cœur... au début, c'était un crève-cœur juste personnel. Alors oui, effectivement, mais personnel parce qu'il a mis du cœur à l'ouvrage. Et donc, c'est vrai que ça fait mal au cœur de se dire que tu as travaillé pour finalement mettre à la benne. Donc voilà, moi je vois clairement une accélération par la prise de conscience, le réflexe, la tentative. Au tout début des coprods, on me disait « Ah non, mais... Là, on me disait d'ailleurs des trucs complètement antinomiques, c'est-à-dire que d'un côté, j'avais un discours où je disais venez utiliser des matériaux de la réserve pour faire vos scénographies. Et on me disait ah bah non, mais là, du coup, si j'utilise un truc qui est déjà tout fait, j'ai plus de boulot. Et puis en même temps, à la même réunion, même présentation, il y a quelqu'un qui vient me dire et qui dit ah mais si je prends un truc qui est déjà tout fait, le temps que je l'adapte, le temps que je le travaille, ça va me faire plus de boulot. Alors attends, du coup, c'est qui que je prends dans l'histoire? Et donc, en fait, moi, ce que j'essaye de dire, et je pense qu'on le voit, c'est tu changes ta vision de la créativité, et c'est ça. Enfin, j'avais beaucoup aimé le fait de dire que ce serait bien d'inventer le bonheur par une non-culpabilisation, mais de l'inventer. Et c'est vrai que le secteur culturel, c'est vraiment son rôle de défricher des territoires et de nous faire nous sentir bien avec une meilleure façon d'être, avec une planète qui est finie, qui n'est pas infinie. Et donc, nous, on essaye d'accompagner le focus de changement de façon de créer, au lieu d'inventer, de se laisser partir dans un monde complètement fantastique et de se dire alors au fait comment je vais fabriquer ça, c'est plutôt de se dire alors qu'est-ce que j'ai et comment je vais au mieux et le plus professionnellement possible aller tendre vers ce que j'avais potentiellement imaginé, et comment je vais quand même avoir quelque chose qui va être esthétiquement ce que j'avais imaginé, sécuritairement ce que j'avais imaginé. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, au début, le secteur culturel tel que nous, on l'abordait à la Réserve des Arts, c'était énormément de petits individuels. Donc c'était des grosses structures qui permettaient aux petits individuels de créer. Donc effectivement, on a 6500 adhérents, il y en a 94% qui sont des individuels. C'est clair, on a bien aidé les individuels. Mais maintenant, il y a une vraie prise de conscience des institutions culturelles vraiment nationales, etc. Il y a des lois qui passent pour inciter à travailler différemment en réemploi. Très bien. Mais il y a des problématiques juridiques, des problématiques de processus qui, aujourd'hui, s'appliquent au BTP. Et on découvre aussi, s'applique aussi à l'ensemble des structures qui reçoivent du public. Et alors, pour le coup, là, on découvre les questions des normes. Voilà. Donc nous, on est en train de travailler là-dessus. Et pour moi, c'est le frein aujourd'hui. Il est sur cet inconnu réglementaire et cet inconnu de process, de comment on va faire en sorte que des énormes structures qui reçoivent du public puissent faire du réemploi avec des commissions de sécurité, et voilà, et que ça devienne vraiment quelque chose d'ultra professionnel. Que, à la Réserve, on a toujours dit, il faut que le réflexe s'applique à l'ensemble de la culture. Alors Agnès, je vous voyais réagir tout à l'heure sur le mot sobriété, ça vous a beaucoup plu. Est-ce que vous pensez que le secteur de la culture peut aller vers cette sobriété heureuse, alors que dans la création... Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Michel insiste sur le côté... à la fois relativiser l'empreinte et en même temps insister sur l'impression.
C'est la différence en anglais entre footprint et brainprint. Donc, là, aujourd'hui, on parle de footprint de la culture, mais il ne faut pas oublier que quand même le plus important dans le geste artistique et culturel, c'est la brainprint, c'est-à-dire la puissance d'évocation et d'influence sur les vies et les comportements des gens. Voilà, il faut penser qu'un film, intimement, est un modèle de vie pour chacun d'entre nous. On a tous appris par les films comment draguer, comment coucher, comment être avec les enfants, comment siffler dans la rue, comment s'habiller, comment parler, comment être avec les autres. On pourrait aussi apprendre par les films comment passer en transition, comment vivre autrement, comment vivre dans un monde beaucoup plus chaud, avec beaucoup moins de ressources naturelles, avec des rapports humains différents, avec une société un système qui se disloque. Voilà, on pourrait raconter des histoires de ça et ça pourrait être très rigolo, ça pourrait être très sympathique, ça pourrait être très beau, ça pourrait être très professionnel et ça pourrait être très économe en énergie aussi. Voilà. Et c'est important de penser à toute la dimension imaginaire quand on parle du secteur culturel. C'est ça qui m'a plu Najma dans ton intervention. Non, je pensais à la série Canal+, Effondrement, qui arrive avec Ecoprod et qui, elle, pour le coup, risque de nous mettre un petit peu mal à l'aise pendant un certain temps, mais qui, au moins, a le mérite d'avoir effectué son bilan carbone et d'avoir travaillé avec des feuilles décors. Voilà, après, enfin, voilà, tout est réutilisé, je crois, dans cette série, en tout cas, une grande partie, ce qui est quand même, voilà... Ouais, on voit qu'il y a un vrai changement. J'espère que ça aura un impact, effectivement. Comme nous, on essaie de l'avoir en faisant venir des artistes internationaux et voilà, en étant grand public, mais en essayant de trouver des façons de communiquer des messages, en expliquant ce qu'on fait de façon clairement un peu simple parfois, parce qu'il faut toucher tout le monde. On a des enfants, on a des adultes, et je pense qu'effectivement, le vecteur de sensibilisation, on voit que les artistes aujourd'hui sont de plus en plus engagés. On peut parler de Lumpal, de Christine, d'Angèle, au Romeo Elvis, mais voilà, beaucoup d'artistes font aussi le choix, sans être les prêcheurs de bonnes paroles, etc., mais sont engagés dans leur vie quotidienne, et on voit qu'ils privilégient, voilà, en tout cas, on a parfois fait des offres plus basses que certains de nos concurrents, mais réussi à obtenir un artiste parce que l'engagement écologique du festival lui permettait aussi de l'avoir, alors qu'on n'avait pas forcément les mêmes moyens financiers. Donc je pense que désormais, voilà, tout le monde va enfin... j'espère que la bascule va se faire auprès de toutes les parties prenantes. Et la co-conditionnalité des aides, moi, me choque pas du tout, pour le coup. Ça nous amène à la responsabilité finalement de l'artiste. On en parlait, Sandrine, dans les écoles d'art, les beaux-arts, enfin les écoles qui forment les artistes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une sensibilisation à l'éco-conception voilà, est-ce qu'on transmet ces connaissances nouvelles ou on est encore très loin de tout ça? Il faudrait pouvoir mener l'enquête, en fait. Il faudrait pouvoir exactement auditer pour comprendre. Après, pour voir énormément d'étudiants passer à la réserve, j'ai l'impression qu'il y a un déficit. Déficit dans lequel je voudrais qu'on réussisse à rentrer, mais avant d'avoir l'impression qu'il y a un déficit et donc un besoin, il faut pouvoir aller analyser. Voilà. Après, encore une fois, ça va dépendre des métiers. C'est-à-dire que là, on parle des beaux-arts. Les artistes la réserve n'a pas inventé la roue. Les artistes ont toujours plus ou moins fait les poubelles. C'est quand on commence à dire que on veut des matériaux d'ultra bonne qualité pour passer d'autres messages que de dire on va changer la planète, on va changer nos états d'esprit. Non, on change, on devient plus sur un réflexe de création différente. Et donc, moi parfois je dis, je voudrais bien qu'on arrête d'en parler en fait, parce que si on arrête d'en parler, c'est qu'on a déjà défriché le territoire et on passe à autre chose. On a défriché le fait que c'est une évidence. Je veux dire, quand on parle à un artisan tapissier, parfois moi je vais voir des artisans tapissiers et je leur dis j'aimerais bien récupérer tes chutes, je suis sûre que t'en as. Zéro. Il a zéro chute parce qu'il a tout remis dans son bout de ficelle de machin et puis ça lui sert d'assise. Non, il y a des métiers sur lesquels ça sert à rien d'aller réexpliquer le réemploi. Je veux dire, ça a toujours été comme ça.
dans les écoles, donc il va y avoir des filières sur lesquelles clairement on peut travailler dessus. On parlait de la FEMIS. Il peut y avoir ce qu'on constate nous quand on reçoit des étudiants, c'est que parfois il y a des modules développement durable. Et puis après il y a les étudiants, ils sont là. Et je fais quoi avec ça, quoi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de faire des choses factuelles, que du coup, on prenne le réflexe de travailler avec ses mains, qu'en France, on ne fasse plus que de la conception, mais aussi de la conception, de la fabrication, des petites séries peut-être. Alors moi, je suis la grande... je parle beaucoup de développement d'emploi local, et donc voilà, il y a une vraie question sur le développement de l'artisanat français en réemploi. Puisque moi, du coup, je rajoute toujours la petite truc qui va avec. Et du coup, j'adorerais pouvoir travailler là-dessus en formation professionnelle et en formation initiale, et que du coup, ces modules de formation soient aussi des modules de formation terrain, c'est-à-dire c'est quoi ça, là, en fait, et ça vient d'où chacune des feuilles, et en fait, c'est quoi le taux de colle, et puis alors du coup, pourquoi ils résistent aussi bien, et comment je vais plus loin dans la connaissance des matériaux, leur recyclabilité, et quel est le bon choix à faire. Donc voilà, donc j'intuite un manque de pratique, et je pense un manque de connaissances sur des filières métiers, chef décorateur, artisanat d'art, et c'est beaucoup en design un peu moins, parce que il y a une méthode de pensée beaucoup plus circulaire et avec un impact plus global, mais je pense que de toute façon, il y a des progrès à faire, et même nous, des progrès à faire. Mais donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut juste regarder, il faut juste auditer un peu plus. Alors justement, Agnès, vous me disiez, vous êtes intervenue à la FEMIS sur ces questions de coproduction. Comme tu as cité la FEMIS, je voulais en parler parce que, il se trouve que je suis les travaux du Shift sur la présence dans l'enseignement supérieur des enjeux climat-énergie. La présence, ou plutôt l'absence, on va dire, des enjeux climat-énergie dans les grandes écoles françaises. Et du coup, il y a eu un petit focus qui a été fait il n'y a pas longtemps sur l'enseignement supérieur dans les écoles d'art, où la personne qui faisait le rapport disait que c'était absent des enseignements. Donc j'ai mis un petit bémol puisque je suis intervenue récemment à la FEMIS sur les coproductions audiovisuelles, donc après avoir rencontré le directeur des études, et donc en accord total avec la direction, et ça s'est super bien passé et tout ça. Mais c'est un tout petit début, donc au départ, moi j'avais pensé que c'était intéressant de cibler les étudiants en production. C'est quand même eux qui vont être aux manettes et qui vont donner ou non le temps et les moyens de faire ça. À leur demande, il semblerait que ça doive être étendu à tous les étudiants en première année. Après, moi, je pense, je vais essayer d'arriver dans le décor et dans les autres départements c'est surtout à la déco. Après la production, c'est surtout la déco. Et voir comment c'est possible, justement, de travailler un peu plus en détail sur les... Voilà. Je peux juste mettre un petit challenge ? Parce qu'en fait, en première année, j'ai l'impression que les étudiants, on leur demande de découvrir. Et en fait, moi, j'ai l'impression, mais c'est pareil, j'ai pas eu le temps d'analyser, j'ai l'impression qu'une fois qu'ils ont fini leur cursus universitaire et qu'ils rentrent dans la vie active, en fait, on les perd. C'est-à-dire qu'en première année, ils découvrent, ils ont envie d'essayer plein de trucs, etc. C'est super. Et puis ensuite, ils sont pros, ils sont recrutés. Et alors là... on n'a pas réussi à faire la transition. Donc la question, c'est est-ce que ça peut être en année... Alors, je ne sais pas combien il y a d'années de formation à la FEMIS, mais 4. En année 4, il faut faire un suivi derrière. Là, ce que j'ai proposé, qu'on va essayer de faire, c'est en début de 3e année, faire une étude de cas pratique. Tu vois, donc là, ce sera avant leur première fiction, de faire une étude de cas. Comment on fait, quoi ? Comment on organise les coproductions ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi concrètement ? Et là, on le ferait sur la base de leur scénario de court-métrage et dire, voilà, comment on procède. Alors, j'ai un accord de principe. Après, il faut voir comment ça... Mais tu vois, c'est dans le faire. Ouais, c'est dans le faire. Après, il y a un caractère d'innovation aussi qui est hyper important, de recherche académique. Donc, moi, j'ai fait mon mémoire, on peut dire, je suis la première, à peu près la seule à m'intéresser. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait d'autres gens qui recherchent dans ce domaine-là. Et puis, un truc d'innovation aussi. En faisant l'interview de William Abello, donc un chef décorateur, j'ai appris qu'aujourd'hui, par exemple, les peintures écologiques ne coûtent pas plus cher que les peintures traditionnelles.
Alors que pendant longtemps, ça a été le cas. Hein. Il y avait un différentiel de 5, 10, 15% au départ. Et le truc, c'est que les gens ne savent pas, en gros, quoi. Voilà. Et après, il y a le manque d'expérience de la matière. Comment on étale une peinture écologique? Elles n'ont pas tout à fait les mêmes rendus, pas tout à fait la même substance. Et donc, il faut connaître, en fait. Donc, il y a un côté pratique. Voilà, il faut rentrer dans l'expérience, quoi. La question du prix par rapport au festival We Love Green, ça coûte vraiment beaucoup plus cher d'organiser un festival écolo, entre guillemets? Ça coûte plus cher. En fait, on n'a pas de comparatif, très honnêtement, sur l'intégralité des actions qu'on peut mener, effectivement, sur le festival par rapport à un autre festival. On a plus des comparatifs, et encore même au niveau du bilan carbone, on essaie, mais c'est compliqué. Faudrait comparer dans un lieu éphémère avec le même nombre de personnes, ou en tout cas faire des vrais ratios. Ce serait assez délicat. Nous, on est un festival qui coûte cher en production puisqu'on a un temps de montage très long, puisqu'on est en plein cœur d'un bois, on est dans la biodiversité, on est dans un parc normé 14 001, et donc on doit protéger ce bois au maximum, et cela implique effectivement de ne pas rouler sur les pelouses, donc de créer une route circulatoire tout autour de notre site pour pouvoir commencer à construire quelque chose. On a des questions de sécurité, donc une double enceinte à créer, donc un double barriérage. Donc voilà, on a des frais inhérents en fait à la localisation dans ce magnifique bois. Et ensuite, voilà, sur l'énergie, c'est sûr qu'il serait plus économique pour nous de nous brancher sur le grid et de ne pas aller tester les autres solutions. C'est évident. Maintenant qu'on a un transformateur haute tension dans le bois, faire une distribution électrique, ça a un coût, hein, parce que finalement, parfois, faire une distribution sur toute l'intégralité du site, mais mettre un générateur, même un groupe électrogène à essence, c'est souvent la simplicité, même si on a un grid de l'autre côté, parce que la distribution... Donc voilà, il y a pas mal d'éléments techniques à prendre en compte et des plans en fait, énergétiques à faire des événements. Oui, je dirais qu'on est à minima à plus de 20%. Parce que cette année, par exemple, voilà, on a dû faire appel en dernière minute à Moulineau Compost, puisque finalement, on n'a pas pu donner l'intégralité de la vaisselle compostable au Sictom, qui devait initialement le prendre, par exemple, parce que finalement, la vaisselle n'est pas assez mélangée. Il y avait un peu de PLA, donc des polymères qui étaient finalement plus pris par le Sictom, alors que pendant 2 ans, c'était pris. Voilà, donc il y a 3 semaines, on s'est retrouvé avec des éléments assez majeurs quand même, puisque effectivement c'est voilà. Et puis sur les huiles, c'est pareil, on a des demandes des dérogations, on demande encore des dérogations pour ne pas utiliser du fioul. On demande au ministère des Finances et au ministère de l'Environnement d'utiliser autre chose que de l'essence. Donc voilà, sans ces dérogations, nous serions contraints à utiliser des énergies fossiles. Pour aller plus loin dans les années qui viennent, qu'est-ce qu'il vous faudrait en fait pour accélérer, faciliter encore plus et encore aller plus loin? Je dirais du temps pour effectivement pouvoir mieux planifier. On se rend compte que là, sur de la distribution électrique, on aurait pu faire des efforts, on aurait pu mieux faire notre répartition, utiliser mieux le grid cette année. Voilà, donc en fait, on teste en permanence des choses et il faut du temps d'analyse. Donc on est audité par une ONG et on entame une certification ISO 20121 là. Donc ça y est, ça va nous permettre aussi de créer des process un peu plus, des process internes et de sensibilisation de nos équipes de techniciens jusqu'au barman en fait, jusqu'au caissier. Voilà, il nous faut du temps et de la sensibilisation et surtout de la formation. Grâce à la certification, on espère que ça nous permettra d'arriver à concrétiser ces éléments et surtout pour que ça puisse servir à d'autres. L'équipe des JO 2024 était présente. L'administratif, on voit qu'il y a des intérêts d'autres événements puisqu'il y a des enjeux majeurs qui arrivent pour Paris dans les prochaines années. Et donc, il faut tester. Alors, c'est le laboratoire à ciel ouvert pour vous, l'ADEME, ce genre de festival, parce que c'est important de passer du concept à la réalité.
fait, tous les projets qu'on finance sont des mini-laboratoires à ciel ouvert. Parce que, tout le monde s'en rend compte au quotidien, on est loin d'avoir réussi à massifier ces fameux enjeux de transition énergétique et écologique. On bouge dans le bon sens, mais on ne bouge pas assez vite et on n'a pas industrialisé le machin. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez, il y a quand même deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que si on veut industrialiser, on se rend compte qu'en fait, le cadre réglementaire dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas le bon. Il a été fait, le cadre fiscal, le cadre réglementaire, etc., il a été fait sans prendre en compte ces enjeux-là. Alors, on cherche à le faire bouger, donc on va faire des réglementations dans le bâtiment, on essaie de jouer avec la fiscalité, etc. Mais quand on veut, par exemple, mettre autre chose que du fuel dans son groupe électrogène, quand on veut réutiliser des matériaux pour faire dans une structure qui accueille du public, on se rend compte que tout de suite, on vient se frotter une réglementation qui a été pensée avec d'autres objectifs. Et en fait, soit on se dit, en fait, il faut bouger tous les textes réglementaires, et là, on en a pour très longtemps. Soit on se dit, en fait, on autorise, à partir du moment où on estime que le risque est mesuré, à expérimenter. À expérimenter à échelle de plus en plus importante. On pourrait se dire, sur X festival en Ile-de-France, je donne un droit d'expérimentation pour tester l'usage des huiles ou pour tester tel type. Voilà. C'est ce genre de choses en fait, sur lesquelles il faut aller. Et je pense, j'espère dans tous les cas que la visite d'Emmanuel Vargon à We Love Green lui a permis de saisir ce genre de choses, parce que nous ce qu'on voit c'est ça, c'est-à-dire que si on veut véritablement industrialiser, il faut donner le droit d'expérimenter et ensuite sur la base de ces expérimentations toiletter le cadre réglementaire et incitatif. C'est ça la clé. Parce qu'en fait, c'est un très bon terme que vous avez utilisé. Tous les projets de transition qu'on finance, que ce soit la géothermie, que ce soit l'utilisation de bois dans la construction, etc. Chacun est un petit laboratoire où tous les corps professionnels, tous les corps sociaux apprennent quelque chose de nouveau et doivent se frotter à un système qui n'est pas fait pour ça. Et donc, du coup, il faut se servir de ces expérimentations pour reconstruire un cadre normatif adapté à ça. Donc, finalement, l'époque est aux innovateurs. Là. C'est vraiment aujourd'hui, il y a pas mal de choses à inventer. Je crois que c'est clair. Alors, on va vous proposer justement d'échanger avec le public pendant un petit moment. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous faites partie de ces acteurs du changement de demain, si vous avez des idées, des projets, si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous traversent. Allez, soyez pas timides, on est entre nous. Ah, voilà. Bonsoir, allez, je vais ouvrir le bal. Renaud Attal de Corecyclage, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, j'ai envie de partager des choses avec vous et j'ai envie de rebondir un peu sur ce que vous disiez. Beaucoup de choses qui sont vraies et beaucoup de freins qui n'en sont pas. Aujourd'hui, la réglementation, elle est là. Tant qu'elle n'est pas changée, on doit faire avec. Et aujourd'hui, c'est à nous d'innover et de s'en dédouaner. Et franchement, on me l'a déjà opposé par le passé et franchement, on ne changera pas pour autant. Aujourd'hui, on arrive à faire changer les choses, on arrive à faire bouger les lignes en se dédouanant de la législation. Aujourd'hui, les lieux ERP, ils peuvent accueillir du réemploi. Il suffit tout simplement de négocier avec nos clients, et la Réserve des Arts aussi peut tout aussi bien le faire comme nous on le fait au quotidien, d'essayer de récupérer les factures de nos clients. Et du coup, quand on démonte une scénographie et qu'on fait derrière le réemploi, c'est pareil dans le cinéma, c'est pareil dans toutes les opérations qu'on fait. Et on récupère les factures, du coup, CM1, CM0, et on le transmet directement à ceux qui vont le réemployer. Et du coup, on se dédouane de la problématique de l'ERP et de toutes les normes, puisque le matériel historique était normé. Du coup, quand il est réemployé, il est renormé. C'est la même chose. Et ça, on peut tous le faire. Et en fait, c'est la même chose pour la question des coûts. Il y a un moment donné où il faut qu'on arrive à sensibiliser à toutes les strates. We Love Green l'a très bien fait vis-à-vis du grand public, puisqu'aujourd'hui, les gens viennent au festival,
C'est pas le festival le moins cher, c'est pas le festival le plus cher. En tout cas, il est engagé et les gens viennent de plus en plus nombreux chaque année. Et je pense que c'est plaisant pour tous de le voir. Et ça fait 3-4 ans maintenant qu'on travaille ensemble sur le volet réemploi. Et on est fiers nous-mêmes de s'engager et de le faire pro bono. Et encore aujourd'hui, d'avoir fait du réemploi sur plein de choses qui restaient et qu'on va pouvoir accompagner au réemploi. Il faut s'engager. Voilà. Même nous, on est une structure de l'ESS, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on s'en sort sans subvention. On a un modèle qui tourne, on est rentable et ça nous arrive à droite à gauche de faire, même quand il n'y a pas de budget, parce qu'à un moment donné, si on ne le fait pas, si on n'expérimente pas, comme vous le disiez, on n'avancera pas. Et du coup, là-dessus, je partage tout à fait tout ce qui a été dit par chacun d'entre vous et j'ai envie de dire, continuons tous ensemble à innover et dédouanons de tout ce qui nous freine, alors que ce ne sont pas des freins, c'est justement des leviers qui doivent nous pousser à aller beaucoup plus loin, tous ensemble. Alors, je vais prendre une deuxième... je vais prendre une question. Je pense que c'est mieux, personnellement, je pense que c'est mieux si on a la réponse tout de suite. D'accord. Sinon, ça va nous embrouiller. Mais voilà. Non, justement, je voulais dire qu'effectivement, co-recyclage, je suis aussi tout à fait d'accord avec Renaud. Ils nous ont créé une plateforme, ils nous ont un peu spécifique cette année, vraiment sur mesure. Donc, ils ont pris beaucoup de temps pour analyser nos besoins et pour créer une plateforme spéciale co-recyclage We Love Green pour qu'on puisse récupérer en fait des éléments à la fois de décor et des éléments même de structure ou de scénographie d'autres événements, donc de salons. Ça peut être des salons comme Vivatech, ça peut être des salons, on parlait de grands événements aussi qui brassent beaucoup de monde et qui sont très polluants parce qu'il y a beaucoup de stands et très peu éco-conçus souvent dans ces espaces. Voilà, donc effectivement on est content de pouvoir travailler aussi sur l'innovation puisque la plateforme nous permet en fait de simplifier les échanges avec voilà, tout le secteur et des secteurs même un peu plus éloignés que ceux juste des festivals. Merci. Alors, il y avait une autre question. Oui, pardon, Cécile Boulet, j'ai fait la production exécutive de Sustainable Brands qu'on a fini au Carrousel du Louvre. Et on a vraiment fait un gros travail d'éco-responsabilité avec pas mal de gens probablement que vous connaissez, qu'on a en commun dans nos équipes. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas attendre, quoi, et qu'on est capable de faire plein de choses à mesure où on l'incarne, quoi, et que ça part avec le cœur, et qu'on embarque les gens finalement... le Carrousel du Louvre, les gens de la préfecture, qu'on leur raconte qu'on veut vraiment pas faire de déchets dans les bennes à la fin de l'événement, les gens se bougent. Donc voilà, c'est plutôt hyper encourageant, donc il faut y aller. Alors, il y avait d'autres personnes. Y a-t-il des questions ? Non, juste sur l'économie, il y a aussi effectivement, je pense que c'est un enjeu... ce dont on n'a pas parlé aussi au niveau du mécénat et des sponsors et des choix, voilà, on a tous je pense peu de subventions ou en tout cas maintenant on a de nouveaux modèles, on est sur de nouveaux modèles de festivals ou d'événements qui sont autogérés ou autonomes ou qui vont chercher des coproducteurs, voilà, souvent j'espère en France, mais quand on refuse effectivement de grandes groupes comme Total, parce que ce n'est pas en conformité avec nos valeurs ou d'avoir un Coca-Cola, ça permet aussi de s'engager dès le départ et en même temps, c'est là où il devient compliqué pour certains événements d'être en phase avec les valeurs qu'ils veulent prôner ou la production exécutive. Et je pense que Sustainable Brands l'a très bien fait cette année parce qu'ils ont réussi à réunir en fait tout l'ensemble de potentiels partenaires et potentiels sponsors, à les engager. Et on voit que de grands paquebots comme Engie, comme sont en train de prendre le pas et que faut pas non plus repousser et fermer la fenêtre, de mon point de vue, à ces grandes entreprises, mais il faut savoir les accompagner et en tout cas leur imposer nos valeurs et nos chartes. Alors, oui. Ma question était sur le mécénat culturel, justement sur le mécénat et le financement par les entreprises. Du coup, je vais un petit peu dévier ma question peut-être à la réserve des arts. J'avais vu que vous travaillez avec les entreprises aussi. Vous veniez en entreprise pour travailler avec eux sur, vous me dites si j'ai bien compris, mais en tout cas sur des ateliers, création d'œuvres aussi monumentales à partir de leurs déchets, et que vous recherchiez du mécénat potentiellement. Est-ce que c'est
Parce que je travaille sur ces questions en fait pour comprendre les nouveaux leviers pour les organismes culturels, pour trouver des financements. Donc ça pourrait être aussi un levier intéressant de voir comment vous travaillez avec les entreprises et vous pourriez travailler avec elles. Alors, on est hyper nul en mécénat à la réserve, il faut se le dire direct. Vraiment, j'estime que je n'ai aucun mécénat d'entreprise à la réserve, je n'ai que des prestations de services en fait, et donc les ateliers et les œuvres monumentales et tout ça, c'est des prestations de services. Et pour la réserve, c'est oui une occasion de sensibiliser l'entreprise, mais pour moi, je disais tout à l'heure, je suis vraiment sur la question de l'emploi. C'est une occasion pour moi d'aller chercher dans mes professionnels du secteur culturel et d'avoir cette opportunité de travail qui met en avant leurs compétences de savoir travailler à partir de réemploi. Donc en fait, c'est le rôle de la Réserve des Arts en tant que plateforme logistique, et puis après il y a le rôle de la Réserve des Arts en tant que plateforme de compétences et de mettre en avant certains créateurs. Mais voilà, j'ai pas de mécénat, j'avoue, je crois que je sais pas trop parler à un mécène en fait. Je comprends jamais ce qu'il attend de moi, alors du coup je fais pas. Voilà. Bonsoir, Louise Guillaume du Festival Pete the Monkey, le pôle éco-responsable. J'ai une question pour toi, Namja. Quand tu parles justement de partenariat et de sponsors, qu'avez-vous à répondre? Enfin, souvent, j'entends des critiques à l'endroit de We Love Green sur le greenwashing. Et c'est une conversation assez intéressante. Et je recommande sur le sujet le podcast Vlan sur le greenwashing, tout simplement. Quand il s'agit de partenariats tels que de sponsors tels que Nike ou Levi's récemment, comment vous faites face aux critiques? Qu'avez-vous à leur répondre? Est-ce que vous, à votre endroit, vous avez un impact quant à la marque et leurs pratiques? Est-ce que c'est un dialogue que vous avez? Parce que ce n'est pas forcément des marques qui ont une transparence sur leur chaîne de production, qui n'ont pas forcément un impact écologique ni social très positif. Donc, qu'en est-il? Quelle est votre approche de la chose et comment vous faites, vous réagissez? Comment on fait? On ne fait pas trop, effectivement, sur ce sujet. Enfin, si on fait, on essaie. Mais c'est un sujet, une question à chaque entrée de nouveaux partenaires et à chaque décision budgétaire, effectivement. En fait, quand il y a une idée de la marque, de ce qu'elle veut effectivement créer autour du festival, qu'il y a un nouveau produit, ou on va vérifier jusqu'à leur facture de comment ils ont fabriqué le goodies. Voilà, comme on fait pour les restaurateurs, on va vérifier toute la matière première avec Écotable. Cette année, on a toutes les factures de chaque matière première de chaque restaurant. Donc 80 000 repas. On essaie d'aller jusque-là avec nos partenaires, en contractualisant avec eux sur ça, là-dessus. Malheureusement, sur le choix éthique et sur eux, l'impact, en faisant le choix de venir à We Love Green, on leur dit aussi, attention, vous vous exposez à un public. Donc, si vous êtes prêt et que votre produit, vous pensez qu'il est prêt à recevoir la critique, vous vous exposez vous aussi à venir montrer votre produit à ce public qui cherche l'engagement. Donc, voilà, à vous aussi de prendre votre responsabilité. Nous, on vous met en garde, mais voilà, c'est, je pense, quelque chose c'est une prise de risque mutuelle. Malheureusement, on a 4% de subvention publique, donc sans sponsor privé, le festival n'existerait pas. On est sur des taux. Voilà, c'est un modèle économique qui a été défini ainsi au départ, et on est la nouvelle génération de festivals. On est jeunes, on a 8 ans face à des festivals qui ont des 30 ans derrière eux et des soutiens régionaux très, très puissants. Voilà, je sais pas. Peut-être un point là-dessus. Bon. Non mais il y a un point qui, dans ces affaires de transition énergétique et écologique, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que ça ne se fera pas si tous les compartiments de la société, les entreprises, le tissu associatif, les associations, les citoyens, les grands, les jeunes, les vieux, etc., n'y vont pas à leur manière. Bon. Ça veut dire qu'il faut que ça se fasse en cohésion. Il faut qu'il y ait une cohésion, sinon le tissu social va se déchirer. Bon, si vous prenez l'avion, vous allez en Chine,
le Parti communiste chinois, si un jour vous rencontrez un cadre du Parti communiste chinois, il a peur de 2 choses. Le niveau des inégalités, la dégradation de l'environnement. Il a compris que ces 2 trucs-là étaient les 2 trucs qui feraient péter le Parti communiste chinois. Il n'a pas peur des États-Unis, il n'a pas peur de la Corée du Nord, il n'a pas peur de tous les trucs qu'on nous rabâche, il a peur de ces 2 trucs-là. Les inégalités et la dégradation de l'environnement. Parce que impact sanitaire, etc., etc., etc. Donc, ces questions de transition sont des questions qui sont extrêmement importantes. Ça veut dire qu'il faut, alors, sans se fourvoyer avec n'importe qui, mais il faut réussir dans la manière dont on coopère, dans la manière dont on travaille, dans notre quotidien, etc., etc., à chacun, à notre échelle, faire bouger les petites lignes, effectivement, pour que, quand on va discuter avec Angie, et bien, quand ils arrivent avec un truc un peu intéressant, et bien, on essaye de les challenger pour, OK, on va travailler ensemble, mais à condition que vous alliez un tout petit peu plus loin. Et puis l'année prochaine, on va retravailler ensemble, si vous allez encore un peu plus loin, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Avec des collectifs de citoyens, c'est pareil. Avec un élu, c'est exactement pareil, etc. Il faut éviter... Et ça me semble assez important aujourd'hui. Il faut éviter, y compris dans des pays européens, d'aller dire tiens, tel élu est complètement nul sur le sujet, telle entreprise est complètement nulle sur le sujet, puis telle association est complètement... Il faut la prendre là où elle est, il faut le prendre là où il est, il faut le tirer. Par contre, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher parce qu'on a 30 ans de boulot devant nous. Il ne faut pas se tromper. Mais il ne faut pas le lâcher, il faut le prendre. Et c'est ça ça c'est un élément essentiel, et aussi bien dans la manière dont on construit les politiques publiques, que dans la manière dont on va interagir, que dans la manière dont on fait évoluer nos business models. C'est essentiel. Sinon, c'est la fracture. Dans la manière dont on accompagne les projets, avec du fonctionnement et pas que des investissements. Oui, moi j'avais une question un peu plus précise quant aux indicateurs d'impact. Est-ce que l'ADEME a fait des études ou des analyses assez concrètes sur des indicateurs auxquels on pourrait avoir accès pour mesurer en gros l'impact d'un événement culturel autre qu'un festival tel que celui du We Love Green? Vous parlez de la plateforme AR, mais je pense pas qu'il y ait... Alors, pour ce qui est de l'industrie du film, autant tout à l'heure, Sandrine disait au théâtre, on ne peut pas tellement évaluer. Les festivals, il y a beaucoup de monde, donc on évalue forcément parce que... voilà. Pour l'industrie du film, on évalue aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'impact. Donc il y a une étude qui a été commanditée par Ecoprod en 2010 et réalisée par Carbone 4 qui a évalué à 1,1 million de tonnes équivalent CO2 pour l'industrie audiovisuelle en France. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ça veut dire que c'est la 11e industrie française en termes d'émissions de CO2. Donc, c'est pas rien. En même temps, évidemment, par rapport au transport, c'est beaucoup moins. Voilà. Et après, on peut donner comme... parce que moi, je trouve que c'est important d'avoir des ordres de mesure pour ce qui est de l'impact. Comme disait Michel, pour se battre sur les bons plans, pas courir après des chimères. Voilà. Donc on sait par exemple, on peut mesurer l'empreinte carbone d'un film. Il y a même des calculateurs carbone qui ont été mis au point. Et celui d'Ecoprod se trouve sur leur site, est accessible aux productions gratuitement. Donc pour vous donner une idée, évidemment c'est très variable suivant les types de production, mais une fiction tournée en France, c'est 200 tonnes équivalent carbone. 200 tonnes équivalent carbone, c'est à peu près 10 personnes, un peu moins de 8 personnes dans un avion aller-retour Paris-New York. OK, vous me suivez? Une personne, un Français moyen, consomme 12 tonnes équivalent carbone par an. Ça, c'est un autre ordre de grandeur. Voilà. Ça veut dire c'est beaucoup, mais relativement beaucoup. Ce n'est pas non plus énorme. Voilà. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que dans le cinéma, les gens alternent entre on est une industrie super polluante ou au contraire mais nous, mais quoi l'impact? Mais quel impact? Voilà.
C'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est juste à prendre en considération parce que c'est suffisamment gros pour être pris en considération, mais il faut pas non plus, délirer quoi. Voilà. Alors ça, c'est le calculateur carbone, donc c'est fait pour ça. Alors quand on dit carbone, attention, ça ne veut pas dire qu'on émet du CO2, c'est des tonnes équivalent carbone, équivalent CO2. Ça veut dire que c'est un calcul qui a été mis au point. En gros, il y a Carbone 4 en France et le GHG Protocol aux États-Unis qui ont mis au point un système de calcul qui convertit toute la dépense énergétique et l'utilisation de ressources en équivalent carbone. Okay, ça veut pas dire qu'on fait que émettre du CO2, ça veut dire qu'on le traduit en équivalent CO2. Pourquoi ? Parce que le CO2, c'est ce qui nous menace le plus directement, on va dire. Donc voilà, c'est la mesure du coût référence commune. Mais du coup, on ne fait pas d'ACV, par exemple, d'un événement culturel. Parce qu'en fait, on va faire l'ACV d'un objet de consommation de masse. On va faire l'ACV d'un véhicule thermique, électrique, etc. On va faire l'ACV d'un ordinateur. Excusez-moi, analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les impacts environnementaux du moment où on conçoit l'objet jusqu'à sa fin de vie sur la biodiversité, la consommation d'eau, la qualité de l'air, l'érosion des sols, les émissions de gaz à effet de serre, enfin tous les impacts environnementaux. Et en fait, ce sont des méthodes qui sont d'abord très coûteuses et assez complexes et gourmandes en données. Et donc on le fait uniquement sur les objets qui sont des objets de consommation de masse sur lesquels on a des données. Donc on va le faire sur une chaussette, une télévision, une voiture, etc. Mais pas un t-shirt, un jean, mais pas sur un objet, un film. C'est ça, pas sur un prototype. Ouais. De le faire ? Le truc, c'est que ça serait pas du tout représentatif. Il faudrait le faire sur, je sais pas moi, l'expo en ce moment au Grand Palais. Et puis, et ça serait pas du tout représentatif en fait, parce que c'est pas industrialisé comme système. La CV, ça marche quand on est sur des objets qui sont industrialisés. Une autre question ? Bonsoir et merci à tous les 5. Alors j'ai 2 questions. Alors d'abord, sur We Love Green, je voulais savoir si justement depuis 8 ans, vos confrères avaient eu l'occasion directement, avant que l'ADEME ne vous désigne, de vous appeler justement tout simplement pour venir visiter régulièrement vos installations et voir les progrès qui sont les vôtres sans forcément avoir la casquette désignée par l'ADEME. Et puis sur la réserve des arts, je me demandais si... on parle beaucoup de l'industrie textile et je me demandais si effectivement, donc là on a vu que les tapissiers sont déjà très très doués pour faire du réemploi et si les costumiers étaient aussi doués ou si c'était quelque chose que vous aviez exploré ou pas du tout. Merci. Alors dans l'ordre, rapidement, oui, on a des confrères qui sont régulièrement présents et encore cette année, les Vieilles Charries, les Eurokéennes et beaucoup d'autres qui en fait sont venus visiter les installations, mais c'est vrai que ça prend du temps aussi et donc on essaie de se voir et on est dans le cadre du PRODIS aussi rapporteur RSO, donc on espère que grâce à ça aussi on va pouvoir créer des méthodologies et avoir de meilleures analyses de nos efforts pour que ça puisse resservir à d'autres prochainement. Les costumiers. Alors, en fait, je crois qu'il faut moi, j'aime bien dire aussi quand on est mauvais. Donc là, en connaissance ultra précise de l'ensemble des métiers qui viennent se fournir à la réserve, on est dans une phase de transition où on essaye de mettre en place des nouveaux projets pour aller mieux analyser justement le comportement selon les typologies de métiers et selon la professionnalisation aussi de ces métiers. Donc je ne sais pas répondre à cette question. Je sais juste que par quelques études de territoire que j'ai pu mener, j'ai regardé comment 1 ou 2 tapissiers
chantiers du 11e ou du 93 fonctionnaient. Et donc, j'ai trouvé que je les ai trouvés très économes, de même que les menuisiers tout petits sont très économes. Voilà. Voilà, je ne sais pas répondre à cette question. J'ai encore une fois beaucoup d'intuition, mais pas de faits très réels. Et juste une dernière, l'industrie du luxe participe bien dans le textile. Là, et ils sont en train de bien comprendre qu'il va falloir bien faire des trucs. Il y avait une autre question. Oui, bonsoir, merci d'être ici et partager vos connaissances et expériences. Moi, je travaille pour la recyclerie sportive qui a reçu une subvention pour accompagner les organisateurs des événements sportifs dans la gestion et, de leurs déchets et aussi dans donc, la rédaction dans le diagnostic. Je me demande donc si vous pouvez conseiller des structures qui ont des subventions ou pas, donc des cabinets de conseil par exemple, d'accompagnement pour tout événement. Donc si on veut monter un festival ou on a déjà monté un festival et qu'on veut donc réfléchir à une meilleure gestion des déchets, à qui est-ce qu'on peut s'adresser? Je la prends. Donc ça tombe très bien parce que Zero Waste, vous connaissez Zero Waste France? Oui. Ouais. Je connais aussi très bien les guides qui ont publié donc, comment organiser Ok. l'événement zéro déchet et aussi les événements sportifs. Je trouve que c'est très bien, mais c'est un peu superficiel. D'accord. En tout cas, il y a... Non, oui, forcément, c'est une première approche. Ça va pas dans le... Voilà. Mais par contre, ils ont maintenant l'expérience puisque le groupe Zero Waste Paris, donc Zero Waste Paris, qui existe depuis le groupe local de Zero Waste France, qui existe depuis 3 ans, est passé d'une dizaine de membres à 312 membres aujourd'hui. Et donc, il y a des sous-groupes de travail sur des thèmes différents. Et il y a un groupe de travail effectif sur les événements sportifs. Ils ont accompagné... Ah, ok. Alors là, je parle pas du guide, mais je parle du suivi. Ils viennent de suivre, je ne sais plus quelle course. Voilà. Et donc peut-être ça serait bien d'échanger avec eux, avec le référent de ce groupe-là. Moi, je suis déjà en contact, mais désolée, ma question, Ok. vu que nous, on fait ça pour les événements sportifs. Ouais. Est-ce que vous connaissez donc des structures qui, comme nous, peuvent conseiller et accompagner pour des festivals, donc pas dans le sport? C'était plutôt ça ma question. Ah, ok. Oui. Des créations artistiques. Alors, nous, on travaille avec Ecodev, un cabinet indépendant. On travaille également avec une ONG anglaise qui s'appelle A Greener Festival et ils sont assez pertinents sur pas mal de sujets. Il faut les solliciter, voir s'ils peuvent se déplacer, etc. Mais ils sont à Londres. Claire, je pourrais vous passer les contacts si vous voulez. Ensuite, je pense notamment à Jean-Claude Herry, le cabinet Herry Conseil, qui peut peut-être aussi avoir une approche très intéressante puisqu'il vient de la musique, de l'événementiel et il s'occupe maintenant de faire la certification, mais il a un spectre très large qui lui permettra peut-être de répondre à certaines de vos questions. Je peux aussi vous mettre en relation, pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a plein de questions en même temps. Ouais. Bonsoir. On en a parlé assez rapidement. Les JO, c'est un très gros événement. À la fois, j'ai un peu d'espoir parce que je suis du côté construction et je vois qu'on a des cahiers des charges assez intéressants. Par contre, sur le côté événementiel, ça sort de notre champ d'action. Rassurez-moi, est-ce qu'il va se passer des choses? Est-ce que vous travaillez actuellement, je ne sais pas, avec le COJO, la Solidéo, pour gérer ces choses-là? Et qu'est-ce qui se passe? Et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, s'il vous plaît? Parce qu'il faut désiloter, vous l'avez dit, on a besoin de collaborer entre les différents secteurs, les différents domaines. Et c'est difficile. J'aimerais vous tendre la main, mais je ne sais pas où on va trouver un terrain de travail ensemble. Vous êtes Bouygues Construction. Je suis la team greenwashing de Bouygues Construction, j'en ai conscience, mais en fait, on a vraiment besoin de personnes qui travaillent sur l'économie circulaire dans les grands groupes parce qu'il faut les faire bouger. Et mon travail, c'est de montrer que c'est possible de le faire et on a vraiment besoin.
On disait le BTP, c'est 245 millions de tonnes, je crois, de déchets en France. Donc, c'est nous, quoi. Donc, il faut des gens, il faut travailler là-dessus. D'abord, la bonne nouvelle, je crois que c'est Bouygues, vous avez un directeur développement durable qui est un peu pushy, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pas partout, il faut en profiter. Donc, sur les JO, donc en fait, on a donc, il y a effectivement ces deux structures, la Solideo, qui est la structure qui doit livrer les ouvrages olympiques sur le site olympique en Seine-Saint-Denis, et puis la piscine olympique, et puis le COJO. Le COJO s'occupe de toutes les autres composantes de l'organisation, donc les déplacements, les sponsors, etc. Donc aujourd'hui, avec la Solideo, donc on a travaillé avec eux sur l'ensemble des cahiers des charges des différents lots là, qu'ils ont lancés pour les différents équipements, et en fait ils sont partis sur une approche neutre en carbone, c'est-à-dire que l'ensemble des constructions doivent avoir un bilan carbone neutre. Donc là, leur principale difficulté, c'est de trouver des savoir-faire et trouver les fournisseurs qui vont permettre de répondre à ces solutions. Donc moi, sur la partie Solideo, je suis, de là où je suis, assez confiant. Assez confiant parce que d'abord la personne qui dirige la Solideo a une vision assez intéressante qui est grosso modo les JO de Paris arrivent après Pékin et Tokyo. Pékin, Tokyo vont nous en mettre plein la vue sur tout ce qui est gadget technologique, en veux-tu, en voilà, enfin c'est l'Asie quoi. Et donc il faut un marqueur européen des JO qui prépare la société de 2030. Et il a vraiment une vision environnementale qui est assez intéressante, qui est une vision de neutralité carbone des équipements. Donc là, pour ça, il faut, en fait, grosso modo, mais ça, vous le savez, il faut répondre aux appels d'offres et participer aux rencontres d'entreprises qui sont organisées avec la Solideo, avec une approche très intéressante, notamment sur l'économie sociale et solidaire, puisqu'en fait, ils ont une plateforme ESS JO 2024 là, qui a été labellisée et qui vise des objectifs assez intéressants en matière de part d'entreprise, de l'ESS minimum qui devront répondre, etc. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Sur le COJO, voilà, là, j'avoue, alors on rencontre la directrice de l'excellence. La deuxième bonne nouvelle, c'est que quand même, dans ces deux structures, ils ont nommé 2 directrices de l'excellence environnementale. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il y a quelques années, ça ne se serait pas du tout passé comme ça et qui sont à des niveaux de l'organisation en capacité et qui sont très, très motivés. Sur le COJO, on rencontre la directrice Georgina Grenon prochainement. Nous, notre grosse préoccupation, c'est évidemment la question des transports et la question du numérique. Puisque vous savez qu'avec toutes ces affaires de streaming, de rediffusion, machin, on fait complètement péter le système et la consommation. Et donc là, c'est vrai que ça aujourd'hui, autant je suis assez confiant sur l'approche de la Solideo, autant sur le COJO, il va falloir qu'on travaille assez fortement sur ces questions de transport et sur ces questions de numérique. Avec, je pense, et ça va me sembler être assez incontournable, un travail de fond sur tout ce qui touche à la compensation, parce que pour le coup, on va pouvoir réduire certaines choses, mais on ne va pas dire aux médias de ne pas venir... dans tous les cas, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Si on prolonge un petit peu le raisonnement, la question c'est quoi ces grands événements populaires repensés à l'aune de la sobriété, mais véritable. Et ce ne sera pas le cas des JO de 2024, ça va être un grand pas déjà, ces JO de 2024, mais on ne sera pas sur un événement sobre. Bon, parce que on va continuer à... Bon. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, et quand je parlais de l'affaire de l'imaginaire collectif, comment le Comité international olympique peut contribuer à créer cet imaginaire collectif de sobriété autour de ces grands événements sportifs. Là, j'avoue, nous, ça nous dépasse largement. Je pense que ça dépasse beaucoup de gens ici, mais il faut que des organisations internationales de ce rang-là, avec des leaders d'opinion, s'engagent sur ces sujets beaucoup plus fortement. Voilà. Donc, plutôt positif sur la Solideo, plutôt en prudence avec le COJO, parce que de par son périmètre, c'est plus compliqué. Mais par contre, ils ont une vraie capacité à travailler sur les questions de compensation. Et là, ça peut être très intéressant. Ouais, engagé. Et ils parlent d'héritage, ce qui est hyper agréable. C'est-à-dire que l'aspect événementiel qui n'est pas qui est pas forcément durable dans le temps, etc. Et c'est hyper rassurant. Ouais.
C'est ça. Travailler avec la filière événementielle, ça c'est hyper intéressant. Oui, tout à fait. Il est où l'héritage de la COP21? Et pour répondre à la question de madame, allez voir les Impact 2024. Vous avez tous les acteurs de l'ESS qui sont venus sur plein de réunions cadeaux. Et du coup, là, on a tout décloisonné. Vous avez pour le BTP, mais avec l'ensemble de l'écosystème, tous les savoir-faire, notamment de l'ESS aussi. La question que nous, constructeurs, on va construire des boîtes. Donc, et puis, vous, dans le spectacle, il y a aussi, il y a un moment, ça se touche. Et comment, on ne peut pas qu'on n'arrive pas à travailler ensemble encore. Certes, il y a quelques scénographes dans les équipes, mais... Alors, donc, moi, je voulais répondre à un truc qui va peut-être pas forcément, manquer un peu space pour un monde qui se développe. Moi, j'ai le conseil d'administration qui vient de renforcer le fait que la réserve d'Hazard n'ira pas sur du BTP. Donc, j'avais du mal à... sur cette question-là, on va comme je disais, je ne sais pas répondre au fait que la costumière, c'est pas pour me rajouter le fait de savoir si le plombier, il a un taux de réemploi de ouf, quoi. Donc, du coup, je n'irai pas sur le BTP. Mais par contre, sur la question de l'événementiel, la partie événementielle qui, du coup, va utiliser des bâches, des socles, des petites choses, des choses sur lesquelles, oui, je sais que ça va être réemployable par mes adhérents parce que de l'autre côté, j'ai des gens qui font des scénographies, etc. Et que ça, je suis d'accord. Enfin, ça, oui. Et pour le coup, si je ne m'abuse, mais comme c'est pas moi qui y vais à la Maison des Canaux, on n'en est encore que aux appels à projets et au croisement avec justement des structures sur le BTP. On n'est pas encore passé à la question de l'événementiel et du temporaire. Et donc, pour nous, à la réserve, on n'y est pas encore. Et donc, on se recroisera peut-être au moment où on passera ça. Mais en tout cas, voilà, moi, il y a une semaine, je me suis pris un... Non, la réserve, c'est pas du BTP. Et on ne pourra pas faire du réemploi de BTP. C'est, voilà, le niveau d'excellence, entre guillemets, de la réserve, il est vraiment très spécifique et on veut vraiment devenir de plus en plus pro sur ce mini-énorme secteur. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question avant de conclure. Alors, je sais, après, vous pouvez toujours poursuivre un petit peu la discussion un peu à part, mais on est obligé de respecter un timing. On ne ferme pas la cour, donc on pourra aussi transférer les questions dehors. Ouais, c'est ça. On va prendre la question. Moi, c'était un remerciement. Alors, je ne sais pas si... Je viens du monde de l'édition. Non, mais si, j'ai une question quand même. Et je m'adresse à Zero Waste France. Et donc, je suis allée voir l'antenne locale à Paris. Donc, je viens du monde de l'édition, du livre neuf. Et j'ai créé une start-up, une application dans l'économie circulaire autour du livre. Et on fait des partenariats avec les universités, les étudiants. Ça fait pas mal de monde. Et j'étais complètement schizo. Et je me disais, mais moi, il faut soutenir la création et les auteurs, les droits d'auteur, c'est difficile. Et en discutant avec Marine Foulon à Paris de Zero Waste, elle m'a dit, mais il n'y a pas de règle. C'est important, c'est expliquer, être pédagogique. Et il n'y a pas le neuf, c'est bien, l'occasion, c'est bien. Et du coup, elle m'a envoyé un exemple de manifeste. Et je me suis dit, j'ai retroussé les manches. Et il n'y avait pas de manifeste dans l'édition. Et je me suis dit, je vais rédiger quelque chose pour expliquer. Voilà. Donc en fait, c'est juste que comme on défriche des nouveaux domaines, c'est vrai que leur bilan carbone, j'allais chercher sur Internet ce qu'il y avait. J'ai eu quelques chiffres quand même, mais c'est très tabou. Par exemple, dans l'édition, on n'en parle pas de surproduction. Les auteurs crèvent la faim, ils n'ont pas. Bref. Et donc, je sais plus, je disais, il n'y a pas de règle en fait. Bravo, et super. du coup, j'ai un manifeste et je vais le faire circuler sur les réseaux sociaux. Ouais, très bien. Merci. Alors, du coup, allez-y. Franchement, je vais faire court. Merci beaucoup. Moi, je suis Chloé. Je viens de rejoindre Sequoia Éco-Tournage. Je crois que mes collègues vous connaissent, Agnès. Donc, en fait, pour faire court, on est une structure qui conseille et accompagne les sociétés de production, donc dans l'audiovisuel. Nous, on passe vraiment de la théorie à la pratique, pour le coup, parce qu'on est là pendant toute la période de prépa et pendant le tournage. Donc, on intervient département par département sur tous les secteurs. Pardon ? Et post-tournage, évidemment. Et donc, je voulais juste rebondir rapidement sur les coûts. Nous, on a aussi l'envie de
montrer qu'on peut faire un film plus soutenable, donc plus écologique, tout en gagnant un peu d'argent, enfin en tout cas en dépensant un petit peu moins. On a fait plusieurs calculs, rien qu'en donnant des gourdes et des éco-cups, on fait des économies. Si on part du principe qu'un technicien boîte de bouteilles d'eau en plastique utilise 4 gobelets et que ça tous les jours multiplié par le nombre de techniciens qui est autour de 70 80 personnes, enfin je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter en termes de plastique, mais aussi pour le café, pour le papier, pour le transport évidemment. Donc voilà, ça c'était un premier truc, parce que tu disais que le festival du coup vous étiez un peu plus... Enfin, il y a des choses comme de la mutualisation des camions frigo qui a fait économiser énormément. En fait, tout est, chaque action peut être positive financièrement ou inversement, mais globalement, je pense que dans 2 ans, avec maintenant que l'énergie, on a un ratio qui est équidistant, voilà, on pourra dire qu'effectivement, ça ne coûte pas plus cher si le raisonnement est bon. Et même parfois, on peut faire des économies. Parce que nous, du coup, l'argument supplémentaire, c'est que maintenant, il y a Pixéthique qui fait du placement de produits éthiques. Il y a aussi des défiscalisations qui sont possibles à certains moments. Donc nous, on cherche vraiment à prouver ça dans le cinéma, puisqu'on est quand même dans une industrie créative où il y a de moins en moins de temps, il y a un argent quand même qui est... Ah, trop bien, on les connaît. Ah bah super, trop bien. Ah super, bah ouais. Ouais, on les connaît très bien. En ce moment, on travaille aussi sur Baron Noir, qui est notre série Canal. Et on va leur faire un énorme bilan final avec tous leurs déchets, tous les dispositifs qu'on a mis en place. On se bat aussi pour leur prouver qu'on peut changer l'approvisionnement de nourriture, faire du bio, du local, de saison, même si c'est un peu plus cher. Voilà. On s'arrange. On aimerait faire un vote aussi avec l'équipe, savoir s'ils accepteraient un jour végétarien par semaine. Enfin, ce genre de choses. Oui. Nous, on a un sujet, c'est qu'on a beaucoup de gourdes haut de Paris, etc. Mais donc on les a offertes cette année pour nos techniciens, en se disant que les gens allaient être équipés et qu'à l'avenir, du coup, on n'aurait plus besoin de produire non plus ces gourdes, puisque normalement, bientôt, tout le monde aura sa gourde. Ouais, nous aussi. En tout cas, mais c'est vrai qu'en termes d'hygiène, etc., on se disait, est-ce qu'on fait un système de consigne cette année, ou est-ce qu'on fait l'an prochain, mais comment on nettoie les gourdes, et avec quel processus, ou est-ce qu'on les envoie pour être nettoyées, stérilisées. Voilà. Nouvelle question à chaque édition. Si quelqu'un veut lancer sa start-up. Ouais. Bah en tout cas, merci. Merci à tous pour toutes vos questions passionnantes. Merci pour votre attention et merci à nos invités. Merci.